qu'il faut comprendre et qu'on vous dit pas à propos de la crise de l'agriculture en France, c'est que au fond, c'est un phénomène économique qu'on appelle la concentration. Les galères paysannes, les marges, le libre-échange, les syndicats, tout ça, ça vient de la concentration. Et évidemment, dans cette vidéo, on va vous expliquer tout ça. Alors déjà, il y a une première dynamique de concentration, c'est celle des terres agricoles. Depuis les années 70-80, on a perdu 2 millions de fermes et 5 millions d'agriculteurs. Des terres libérées qui, 2 fois sur 3, sont utilisées pour l'agrandissement de fermes déjà existantes, dont la taille moyenne a doublé en 30 ans. On en arrive à des dingueries, genre AgroTeam, là, qui est une boîte avec 3 agriculteurs qui ont acheté 2100 hectares de terre. Ça, c'était inimaginable avant. Et de plus en plus, des terres n'appartiennent plus aux paysans, mais à des sociétés anonymes fonctionnant avec des actions. Ça représente aujourd'hui 2 millions d'hectares en France, soit 14% de la surface agricole. Par exemple, tu as Chanel et L'Oréal qui achètent des terres 2 à 3 fois le prix du marché, ou encore Fleury-Michon achetant une grande exploitation de 6000 porcelets par an, et tu as certaines grandes surfaces aussi qui achètent des terres agricoles. Alors la SAFER, elle est censée réguler le marché des terres, tu vois, pour favoriser les installations, sauf qu'en vrai, l'institution, elle est corrompue, et surtout maintenant, tu as un tiers des transmissions qui ne se font pas d'agriculteur à agriculteur, mais de société à société, via notamment des rachats et des fusions. Et quand ce sont des propriétés d'entreprises qui changent de main, à partir de là, la SAFER n'a pas son mot à dire, ce qui fait que des grandes entreprises financières contrôlent de plus en plus de terres agricoles. Pour vous dire, le nombre de terres acquises par des sociétés anonymes par action a été multiplié par 27 depuis l'an 2000. Donc il y a une concentration des terres accompagnée d'une financiarisation, et cette tendance est dangereuse lorsqu'on sait qu'un tiers des agriculteurs prendront leur retraite dans 6 ans. Traduction, une immense quantité de terres et d'exploitations vont être mises en vente dans les prochaines années, sans beaucoup d'autres repreneurs que les grosses exploitations et grosses entreprises. Surtout quand le crédit est à 4%. Bref, si on ne fait rien dans les quelques années à venir, la terre sera concentrée dans les mains de quelques grands propriétaires fonciers et de grandes entreprises privées financiarisées. Et en parallèle de cette concentration et financiarisation des terres, il y a aussi une concentration de l'industrie et des intermédiaires. L'agrandissement progressif des fermes françaises a poussé à une augmentation de leur production. Et quand tu as 10 000 œufs sous le bras par mois, tu es un peu obligé de passer par un intermédiaire pour récupérer ta production, la transformer, l'emballer et puis la vendre. 3/4 des agriculteurs passent alors par des coopératives pour faire ce travail-là. Sauf qu'en 20 ans, il y a eu 1600 coopératives qui ont fusionné pour qu'au final, 3% des coopératives s'accaparent désormais 85% de la production agricole. Des coopératives corrompues, dirigées par des lobbies avec des directeurs qui touchent en moyenne 16 000 € pour les plus grosses. Mais bon, coopérative, ça permet notamment de payer moins d'impôts, ce qui est pratique quand même. Parmi ces grosses coopératives, 6 d'entre elles sont dans le top 20 européen et 3 dans le top 20 mondial. Ils s'appellent Agrial, Invivo, Sadial, Triscalia et font des milliards de chiffres d'affaires. Et évidemment, c'est pareil pour les industriels non coopératifs, donc ces groupes agroalimentaires qui sont en situation de monopole en France et sont aussi parmi les plus grosses entreprises alimentaires mondiales avec des dirigeants qui sont multimillionnaires, voire milliardaires. La grande surface, elle aussi, investi dans certaines industries agroalimentaires, de sorte que le réseau coopératif, l'industrie et les supermarchés sont en réalité composés par les mêmes entreprises qui captent tout le marché français et qui investissent les unes dans les autres. Cette concentration qui mène à une situation de quasi-monopole fait qu'ils peuvent imposer leur prix de rachat aux agriculteurs. Parfois, ce sont elles-mêmes qui vont vendre la nourriture et les bêtes aux agriculteurs, comme pour la volaille. De sorte que l'agriculteur n'est qu'un maillon de la chaîne de l'agro-industrie qui exécute le travail qu'on lui demande. Et l'avantage pour les industriels, c'est que les agriculteurs français sont des petits patrons endettés dépendants des intermédiaires, donc les monopoles peuvent les pressuriser encore et encore pour qu'ils bossent 90 heures par semaine.
De cette façon, ces quelques entreprises monopolistiques s'accaparent quasi toute la valeur produite par nos agriculteurs. Et dans ces petits jeux, les aides de l'État permettent aux industriels d'imposer des prix très bas et parfois même à perte sans que les agriculteurs fassent faillite parce qu'ils peuvent être rattrapés au dernier moment par les subventions. L'aide de l'État, c'est ce qui permet aux industriels de maintenir des marges hautes, donc des profits hauts. Bref, il y a une concentration, voire une fusion quasiment terminée en ce moment en France entre l'industrie, les coopératives et la distribution qui contrôlent l'immense partie de l'agriculture, de la production à l'assiette. Forcément, on se forme à ce moment-là, à la tête de ces quelques sociétés, une riche classe dirigeante agricole. Le visage le plus connu est celui d'Arnaud Rousseau, directeur du groupe Avril, spécialisé dans les huiles. Un groupe qui s'allie d'ailleurs avec Total Energy pour se lancer dans de grandes productions de biocarburants subventionnés. L'homme d'affaires possède 700 hectares et a des billes dans une quinzaine d'entreprises agricoles et industrielles. Rousseau, c'est l'incarnation de cette classe issue de la concentration des terres et de l'agro-industrie dont on parle. Mais il est aussi, comme vous le savez, le président de la FNSEA qui mène en ce moment des négociations avec le gouvernement. Xavier Belin, l'ancien président du syndicat, était lui aussi à la tête du groupe Avril, quand le président de Triskalia, Georges Gallardon, a été président des jeunes agriculteurs des Côtes-d'Armor, là où la grande coopérative est implantée. Cette classe-là de privilégiés et de possédants guide la politique publique vers le développement de leur industrie, de leur monopole et évidemment contre les petites et moyennes exploitations. Les dirigeants industriels, syndicaux, bancaires aussi avec le Crédit Agricole et les immenses propriétaires terriens sont en réalité les mêmes personnes. Ils ont fusionné en une seule et même classe qu'on appelle ici les seigneurs de l'agriculture. Mais il y a un problème qui se pose. Comment maintenir les profits quand on a déjà quasi 100% du marché national ? En profitant forcément de l'inflation pour augmenter les marges, donc les profits, mais aussi en allant s'exporter à l'étranger. Et oui, parce qu'en ce moment, on parle à raison des graves importations étrangères qui font concurrence avec nos agriculteurs, mais on ne parle pas du revers de la médaille qui est les exportations à l'étranger des monopoles. Lactalis, par exemple, est le premier groupe laitier et fromager du monde et le 10e groupe alimentaire mondial avec 28 milliards de chiffre d'affaires. Un groupe qui multiplie les investissements et les acquisitions dans de nombreux pays. Ils ont 270 sites de production partout dans le monde avec une implantation qui est pour moitié en Europe et 33% en Amérique. Une immense entreprise qui fixe le prix du lait en France et qui cherche à l'étranger de nouveaux marchés et de nouveaux rendements pour augmenter ses profits. Il y a aussi le groupe LDC, leader français de la volaille, qui s'oriente de plus en plus vers l'export. Ils ont racheté récemment leurs concurrents en Pologne. Ils vont donc pouvoir profiter d'une production de volaille à bas coût, la revendre en France donc avec une plus grande marge. Ils vont profiter de leurs moyens, de leur expérience et de leurs machines pour proposer de nouveaux produits aux Polonais et donc de la même façon augmenter leur marché, donc leur rendement, donc leur profit. Et tous les traités de libre-échange dont on parle tant sont signés dans cet objectif, permettre aux multinationales françaises de renforcer leur investissement et leur exportation à l'étranger. Lactalis, Avril, Danone, chacun utilise leur force de production et d'investissement pour manger l'agriculture paysanne moins développée des autres pays avec qui Macron a signé un traité de libre-échange. Il y a 77 accords de libre-échange qui sont ratifiés en France, 25 qui sont en cours de ratification, 22 en suspens et 7 en cours de négociation. Les signatures s'accélèrent et se multiplient et parfois avec d'immenses zones économiques. Et ça fonctionne. En 2023, la valeur des exportations de la France a augmenté de 20%, représentant plus de 80 milliards d'euros partagés entre les quelques secteurs ultra développés et centralisés. En d'autres termes, 80 milliards partagés entre les mains des seigneurs de l'agriculture. Le libre-échange, c'est donc un moyen pour les seigneurs de l'agriculture, exportant toujours plus dans l'agroalimentaire, les céréales et le vin, de maintenir leurs profits malgré leur situation de monopole en France. Le libre-échange, c'est la suite logique de la concentration qu'on a vue au début de la vidéo. Ces accords de libre-échange, ça permet à Lactalis de s'implanter à l'étranger en dégommant toute la concurrence.
Mais l'inverse est aussi vrai. Le traité de libre-échange avec l'Ukraine, par exemple, a permis à un oligarque qui s'appelle Yuri Kuziuk, propriétaire de 90% de l'immense production de volailles du pays, d'inonder le marché français et donc d'augmenter ses débouchés et ses profits. En France, la production d'œufs et de poulets étant pas assez centralisée, ni rentable et en plus trop normée, se fait dégommer par des produits étrangers vendus 2 à 3 fois moins cher. En Espagne, la concentration agricole et la grande production agricole s'est focalisée sur les légumes et donc c'est les légumes qui noient le marché français et qui empêchent le développement de la filiale. Au Brésil, historiquement, c'est le bœuf ultra subventionné qui s'est installé dans d'immenses fermes et qui est très productif. Alors quand Macron, via l'Union européenne, négocie avec le Mercosur, Macron négocie des exportations et des investissements pour l'agroalimentaire français, les céréales et le vin, quand Lula, le président brésilien, négocie lui des exportations et des investissements bovins. Évidemment, avec les accords de libre-échange, tu as aussi de l'armement, de la chimie, du bâtiment et tu as même des enjeux géopolitiques. Mais l'agro-industrie fait partie de ça. Dans chaque pays, c'est constitué des monopoles agricoles et industriels très performants et spécialisés. Et quand ils ouvrent le grand marché mondial, ce sont eux qui conquièrent les marchés étrangers. Ce qui fait que chaque secteur en France qui n'est pas assez performant, centralisé et investi se fait concurrencer puis manger par les gros monopoles étrangers mieux organisés. C'est pour cela qu'on ne peut pas à la fois assurer les profits de Lactalis et la survie de la paysannerie française. Entre les deux, il faut choisir. Bref, la concurrence internationale renforce encore la puissance et le profit des grands monopoles français. Cette fameuse concentration est évidemment au détriment de la paysannerie. Et ce stade-là du capitalisme concentré qui s'exporte à l'extérieur et qui crée un grand marché mondial, c'est ce qu'on appelle l'impérialisme et c'est précisément ça notre problème. Il y a donc une grande contradiction à l'intérieur de l'économie française. D'un côté, des seigneurs de l'agriculture qui ont besoin du libre-échange pour maintenir leurs profits, et de l'autre, les paysans exploités qui subissent cette concurrence-là, en plus de l'exploitation des seigneurs agricoles. Les secteurs détenus par les seigneurs de l'agriculture profitent du libre-échange, pas l'extrême majorité des paysans en France, d'où le fait notamment que tu as une baisse de la production de la volaille en France, du bovin viande et aussi une réduction du cheptel de vaches laitières. Alors évidemment, après des mois et des mois de tension, c'est la révolte. Les paysans exploités refusent de faire faillite et sortent armés de leurs tracteurs, bloquent les routes, déchargent les camions et dénoncent le marché libre. Et vu que ces accords de libre-échange sont signés avec l'Union européenne, ça touche en même temps tous les agriculteurs européens avec les mêmes conséquences, d'où le fait que nous avons simultanément partout en Europe des mouvements de révolte agricole. Ce qui est sûr, c'est que si les accords de libre-échange perdurent tels quels, dans quelques années, il n'y aura quasiment plus que des faillites de petits agriculteurs qui se font racheter par les gros industriels, par les gros exploitants. Bref, la concentration agricole va encore augmenter. Mais en même temps, il faut poursuivre le raisonnement jusque-là. Si on arrête, par exemple, d'un seul coup les traités de libre-échange pour arrêter le gros de l'importation et sauver notre paysannerie, ça veut dire qu'une grande partie des exportations ne se feront plus et qu'une grande partie des investissements des monopoles français à l'étranger seront perdus. En gros, il y a un risque de faillite pour les monopoles et les grosses exploitations qui organisent tout de même la production, la transformation et la distribution de la nourriture en France. Les arrêter maintenant, c'est mettre le pays dans une immense crise que le gouvernement visiblement ne veut pas gérer. Les monopoles tiennent la société française par le cou et ce chantage-là, c'est une des armes des seigneurs de l'agriculture, avec la corruption évidemment, pour faire pencher la politique de l'État. D'où le fait que le gouvernement n'a rien annoncé pour régler la crise, si ce n'est encore des chèques d'argent public ou encore casser quelques normes administratives. D'autant que le syndicat qui négocie avec Macron fait aussi partie de la seigneurie agricole. Peut-être pour ça que ça avance pas beaucoup aussi. Donc si on résume, on a vu que par la concurrence, par les investissements, par la corruption, il y a une concentration des terres, des coopératives, des industries et de la distribution au sein des mêmes mâts. Ce monopole exploite les agriculteurs en fixant eux-mêmes leurs prix et leurs marges. Une nouvelle classe se forme donc qu'on appelle ici les seigneurs de l'agriculture. Sauf que ces monopoles, une fois qu'ils ont conquis le marché français, doivent aller à l'étranger pour maintenir la croissance demandée par leurs actionnaires. Ils jouent alors de leur influence pour multiplier les accords de libre-échange afin de faciliter les exportations et les investissements dans les pays étrangers.
Sauf que seule l'agro-industrie, certains céréaliers et les viticulteurs peuvent gagner sur le marché mondial. Le reste de l'agriculture française subit la concurrence faite par d'autres géants étrangers avec qui l'accord de libre-échange a été signé, multipliant les galères et surtout multipliant les faillites. Les fermes qui font faillite en grande partie sont rachetées par des sociétés anonymes, par les seigneurs de guerre qui vont pouvoir augmenter leur production spécialisée, orientée vers l'export, qui devient donc la nouvelle finalité de l'agriculture française. On mangera donc des choses qui viennent d'un peu partout dans le monde, avec des flux de marchandises immenses qui peuvent s'arrêter à tout moment à cause d'une crise ou d'une guerre, sans réelles normes environnementales ou sociales, et on va dépendre de ça chaque jour pour manger. Mais bon, rassurez-vous, la contrepartie, c'est que des actionnaires de grandes entreprises dont le siège social est à Paris vont avoir de bonnes dividendes. Voilà. J'espère que ça vous rassure. Et donc, si la crise de l'agriculture aujourd'hui est issue de cette concentration des capitaux qui a entraîné toute cette dynamique, eh bien, ce qu'il faut revendiquer, c'est la déconcentration de ces mêmes capitaux. Soit par des réquisitions qui sont envisageables pour l'agro-industrie et les coopératives, afin de réduire drastiquement les marges, sauver la paysannerie et nous assurer, comme ils disent, à une souveraineté alimentaire qui ne dépend pas des intérêts financiers ni de l'étranger. Et ces réquisitions vont permettre aussi de mettre fin au libre-échange sans risquer la faillite, puisqu'on contrôlera l'essentiel de la production qui restera viable et rentable. Et l'autre solution pour lutter contre la concentration des capitaux, c'est la redistribution de ces mêmes capitaux et propriétés, et ce qui est possible notamment avec les terres. Tu vois, on prend les terres des grands propriétaires fonciers agricoles qu'on redistribue ensuite soit aux petits agriculteurs pour des agrandissements, soit pour de nouveaux agriculteurs qu'on formera pour pouvoir faire de nouvelles installations. L'objectif étant d'orienter peu à peu l'agriculture française vers une diversification avec à la base de nombreuses petites et moyennes fermes, avec comme intermédiaire des monopoles gérés démocratiquement qui prennent pas des marges de taré, tu vois, et à la sortie, les grandes surfaces qui distribuent tout ça, à qui on impose des marges maximum, ou alors qu'on réquisitionne si elles jouent pas le jeu. Et franchement, réquisitionner ceux qui se font du fric sur l'exploitation des agriculteurs et le vol des consommateurs, bon, ça fera pas pleurer dans les chaumières, hein, et ça rendra l'agriculture française rentable et vivable pour les paysans dont le but sera de nourrir la population sainement et pas d'exporter à l'international, ni de devenir millionnaire. Cette analyse est importante parce qu'elle pointe du doigt le mécanisme d'exploitation des paysans qui déstructure totalement notre agriculture et provoque cette crise. Donc si on veut régler le problème, il faut d'abord s'attaquer au problème des monopoles et puis ensuite le problème des traités de libre-échange. Sachant que là, on l'a pas dit, mais les monopoles, c'est ça aussi qui nous provoque l'inflation qui fait qu'on a du mal à se payer à bouffer. Donc c'est pas qu'une lutte des agriculteurs ou une lutte de l'agriculture, c'est une lutte aussi des consommateurs. C'est là où on peut tous se rejoindre. Ça, c'est une analyse qui gagnerait à être partagée par un maximum de personnes, en tout cas c'est notre avis, et si toi aussi tu trouves ça pertinent, pense à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on fera une vidéo bientôt là-dessus, mais on a réalisé un tract si tu veux toi aussi te mettre en action à côté des agriculteurs, notamment sur la question de l'inflation et de la consommation. Le lien est modifiable et téléchargeable directement en description. Et mets-nous aussi par commentaire ou sur Twitter ou n'importe où ce que tu penses de tout ça. Et on se retrouve donc à très vite pour de prochaines vidéos sur la chaîne du Canard. Donc pense à t'abonner. Et on espère